Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 7 minutes. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Bill. Salut Coach Isa, comment tu vas? Ça va bien? T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru, puis là, je suis en training marathon pour Ottawa. Ça va bien, je suis vraiment content. Là, ça va être bizarre ce que je vais dire. Là. Coach Bill, il n'y a pas tant de plans. Là. J'y vais pas mal de façon intuitive, mais ça fait quelques années que ça fonctionne bien. Puis je suis capable de préserver le plaisir de courir sans avoir une structure si carrée que ça. Par contre, je me mets du millage d'impact. Tu sais, ça, c'est le bout important. Je me mets du volume. Puis j'avais déjà entendu là, la métrique du time on feet. Fait que tu peux courir lent, mais longtemps, pendant longtemps, puis ça a beaucoup, beaucoup de bénéfices. Fait qu'en fin de semaine, j'ai fait ma plus longue à date de cette année, un 27 km. Rien de moins. Ouais, ce qui était cool, par exemple, c'est que, tu sais, on en a profité. Toi, t'es en training de demi, fait que j'ai fait une première demi de mon parcours. Je suis allé te rejoindre toi et tes amis, puis on est comme revenus ensemble. Un aller-retour d'habitude, j'ai ça pour mourir. Mais là, c'était comme cool. Tu sais, je m'en allais voir des gens, voir des amis, puis j'ai profité du retour avec vous autres. Fait que c'était vraiment nice. C'était beaucoup plus léger que si je me l'étais tapé tout seul. C'est comme une nouvelle course que t'allais faire. Ouais. Juste avec pas de pause vraiment entre les deux. C'était vraiment nice. C'est pas grave. Toi, tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru, mais je vais revenir avant sur ce que tu as dit. Tu dis, ouais, je cours pas nécessairement avec un plan, mais tu as tellement d'années d'expérience de course, tu en as eu des plans d'entraînement, tu sais comment en construire des plans d'entraînement, tu sais de quelle façon introduire une progression, fait que c'est pas tant que ça aléatoire. Il y a quand même une logique. Fait que Coach Bill ne court pas nécessairement pas de plan, ne sachant pas ce qu'il fait. Non, c'est quand même structuré, là. C'est pas complètement débile. Non, c'est ça. Fait que, as-tu couru, toi? Oui, c'est ça. OK, je me mêle de mes affaires. Oui, j'ai couru cette semaine, puis là, c'était une longue, parce que là, j'avais comme mon gap là, du 10 km, puis là, je suis rendue à 12. Fait que là, comme tu disais, t'es venu nous rejoindre pour faire un point A, un point B de la longue sortie que j'avais à faire. Puis c'était vraiment cool. On était 5, puis, tu sais, on se connaît bien. C'est du monde avec qui ça fait un moment qu'on court, puis tu sais, il y a un moment où j'ai fait un peu pause dans ma tête, puis là, je regardais, t'étais toi en avant avec une autre, moi je jasais plus en arrière, il y en avait une entre les deux, puis à un moment donné, ça en avant, elle faisait une petite boucle, puis il venait se placer en arrière. Fait que là, on s'échangeait, puis il y a pas personne qui se sentait pas à sa place, tout le monde était inclus, puis c'était juste, comme je le dis souvent, là, pareil comme si on était allé prendre un petit café, puis on se mettait à jour dans nos nouvelles, puis tout ça en faisant une course. On a couru pendant 1 heure et quart. C'était vraiment parfait. C'était vraiment un beau moment. C'est mes moments préférés, en fait. Tellement. Avant de rentrer dans notre sujet du jour, j'ai 2-3 petits trucs à vous partager, comme notamment le club de course, nouveau club de course, les Givrés, qui était parti par l'ami Steve. Puis on connaît le 6am Club qui part de des cafés le matin à 6h. Steve, lui, il a décidé de faire ça à la place le soir puis de partir de des crèmeries. Donc, ça va être la tournée des crèmes glacées avec une course en finissant ça par un cornet. Je trouve l'idée quand même cool. Fait que vous pouvez aller voir le club de course Les Givrés sur Strava. Si ça vous intéresse, de vous joindre. Moi, je suis tout le temps off de manger une crème glacée après une course. Puis je sais pas, j'ai tout le temps frette. Puis j'ai pas faim. Ouais, donc, mais là, au mois de juillet, mettons, ça va être cool, là. Même pas. Ah, frette? Ah, ouais. Ah ouais, le soir après une course, là, quand le soleil est tombé, j'ai tout un petit frisson. Fait qu'oublie ça, la crème glacée. Sunday avec du chocolat chaud dessus, peut-être. Oh. On va essayer, en tout cas. J'ai vu aussi passer mon lit de rêve. Parce que c'est pas tant le lit qui était intéressant qu'il se levait, puis j'ai compté qu'il pouvait loger 42 paires de souliers de course en dessous. C'est vraiment nice. Fait que là, je pourrais comme cacher mon vice, mais avoir beaucoup de souliers de course puis pas sentir que mon placard est trop plein. Tu sais. Pas sentir, peut-être, ça sentirait. Peut-être, peut-être. Il y a aussi, si vous reculez, là, il y a peut-être une semaine ou deux, on a partagé sur notre page Facebook
C'est un homme qui lit un texte comme quoi la course est comme une balayeuse pour la tête et j'ai trouvé ça phénoménal. C'était un peu, j'allais dire, un peu comme un slam de la manière qu'il l'amène. Ouais. Puis ouais, c'est ça, hein? Ouais. Fait que j'ai trouvé ça très cool, puis c'est poignant, puis ça me parlait beaucoup, beaucoup. Ouais, vraiment. Les parallèles qu'il fait, c'est tellement beau, puis il ramène l'aspect psychologique, l'aspect physique, l'aspect course, dépassement de soi, des jeux de mots. Il fait un clin d'œil à un moment donné à une personne, il a nommé quelqu'un, je sais pas c'est qui. Ah, mais pour vrai, c'était vraiment touchant comme texte. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on met dans notre assiette, mais sans culpabilité, sans performance à tout prix, avec des nuances plaisir et surtout bienveillance. On reçoit Audrey Bélanger-Leclerc, qui est nutritionniste sportive spécialisée en sport d'endurance et en troubles alimentaires pour les sportifs. Au-delà de son bac en nutrition, elle est aussi diplômée en nutrition sportive du Comité international olympique. C'est une coureuse elle-même, nouvellement maman, mais aussi une collègue podcasteuse qui anime le balado Alimente ton sport, qui lançait justement aujourd'hui même sa saison 8. C'est toute une longévité pour un podcast. Aujourd'hui, on veut vous faire profiter de son expérience afin de nous aider à démystifier la nutrition versus le sport, à écouter son corps, surtout à reconnecter avec ce qu'on mange pour que la course et l'alimentation demeurent un plaisir et non pas une pression. Alors, bienvenue sur Entre deux courses, Audrey. Merci de me recevoir, puis quelle belle présentation. C'est la première fois, je pense, que j'ai pas à me présenter sur un podcast, puis c'était parfait comme présentation. Hey, merci. Puis, première question, la plus importante pour nous, est-ce que tu as couru cette semaine? C'est une grande semaine pour moi, tu l'as dit, mais je suis nouvellement maman. Ma petite cocotte va avoir 5 mois dans une semaine. Donc, ça a été un très grand retour progressif à la course pour moi cette année. Et là, cette semaine, je peux dire que c'est ma première semaine officielle en dehors de mon retour progressif avec de la marche. Fait que là, je suis de retour pour de vrai et je peux commencer à courir en continu et à me préparer parce que j'ai des événements de prévus cette année. Je m'étais inscrite en me disant, on va voir comment ça se passe le postpartum, je me mets pas de pression, mais si jamais je suis disposée, je vais avoir des événements au calendrier. Donc là, la préparation peut commencer officiellement. Donc oui, j'ai couru cette semaine avec mon chum, mon chien et le bébé dans la poussette. C'était pas moi qui traînait la poussette, hein, parce que ça, c'était un autre niveau de course. C'était mon chum, mais ouais, on est bien content de faire ça en famille. Wow, félicitations. Pour vrai, t'as été super patiente, puis on le sait. Surtout après un accouchement, on veut perdre le poids de grossesse, puis là, on veut se remettre en forme, puis là, on se sent en forme, mais là, tout le monde nous dit... Puis avec raison, faut pas courir, faut faire attention, faut y aller progressivement. Fait que, wow, bravo d'avoir réussi à attendre 5 mois avant de sauter dans le continu, puis tu sais, c'est tout en ton honneur, puis tu vas en profiter encore plus parce que tu vas être capable de profiter de tes événements cet été. Là. Félicitations! Je te dirais que ce qui a été dur, c'est que je m'attendais tellement après l'accouchement à être super fatiguée, pas avoir envie d'aller courir. En fait, je pensais être tellement brûlée, quasiment avoir juste envie d'être couchée sur mon divan, mais c'est pas ce qui s'est passé. Wow. Finalement, j'étais quand même en forme, j'ai envie de dire, entre guillemets, là. Fait que j'avais le goût d'y aller. Ma tête avait envie, mais je savais que j'étais pas prête physiquement. Fait que ça a été des semaines d'attente vraiment, vraiment difficiles. Puis à 6-8 semaines postpartum, c'est là qu'on revoit le médecin généralement, la physio, tout ça. Puis moi, je m'étais dit, j'espère que... Je savais que j'allais pas avoir mon go, mais j'espère que ça va venir vite après. Mais finalement, j'ai été très patiente, j'ai attendu, j'ai repris la course à 12 semaines. J'ai pas couru avant 3 mois postpartum. Oh. Puis aujourd'hui, je vois, puis c'est pas parce que j'avais des complications, là, j'ai eu un bel accouchement, tout était normal, mais j'ai vraiment laissé le temps à mon plancher pelvien de récupérer, puis aujourd'hui, je vois l'impact. Je suis certaine que si j'avais pas attendu, la progression aurait pas été aussi belle, là. Fait que, ouais, un beau travail de patience. Puis j'ai envie de dire aussi, tu dis, je m'attendais à être super fatiguée, à avoir de la misère à te relever de ton accouchement, mais probablement, vu que t'es très en forme, ton corps, tu sais, était moins... impacté par les relents de la grossesse, tout l'effet des hormones. Fait que je pense que tu as pu te relever plus facilement vu que justement tu es déjà quelqu'un d'en forme. Ah, possiblement. Mais ouais, fait que je suis bien contente de ma semaine cette semaine. J'ai le goût de te lancer avec une grande question générale. Puis après ça, il va y avoir tout un arbre, évidemment, qui va s'ouvrir. Mais tu sais,
je pars de la base, on entend tout souvent, hey, moi je suis un coureur, faut que je mange bien. Oui. C'est quoi bien manger? Puis il n'y a pas de réponse parfaite à cette question-là, parce que bien manger, en fait, c'est manger de tout. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le discours des coureurs et de la population en général, là, j'ai envie de dire, mais de catégoriser les aliments en bon aliment, mauvais aliment. Mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de bon aliment puis il n'y en a pas de mauvais aliment. Tu sais, ce matin, je faisais une entrevue de radio sur l'avocat, qui est un aliment. Puis l'animateur m'a posé la question, tu sais, est-ce qu'on devrait se limiter à manger des avocats? L'avocat, quand on regarde sa valeur nutritive, c'est un aliment qui est gras, tu sais, qui contient des gras super intéressants pour la santé cardiovasculaire, mais si tu te nourris seulement à l'avocat, tu vas avoir des problèmes de santé, je te confirme. Pas parce qu'il est riche en gras, parce que sa matrice alimentaire te permet pas de combler tes besoins en nutriments au niveau de tous les nutriments. Mais c'est la même chose, si on se nourrit juste de pizza, on va avoir des problèmes de santé. Si on se nourrit juste de pommes, on va avoir des problèmes de santé. Fait que bref, tous les aliments ont leur place, puis bien manger, c'est de laisser de la place à ces aliments, à tous les aliments dans notre alimentation, mais c'est aussi d'avoir du plaisir à s'alimenter, d'avoir le volet partage au niveau de l'alimentation, parce que ça, c'est un autre volet de l'alimentation super important, de partager des moments avec nos proches. Fait que je pense que bien manger, c'est d'intégrer tout ça dans notre assiette. Je pense que je vais aller me chercher une pomme parce que j'ai littéralement mangé de la pizza avec un avocat pour souper. Fait que je vais t'écouter. Mais mon Dieu! C'est donc bien drôle, les exemples que je donne. Vraiment, c'est tombé pile sur le menu. Je vais aller avec une pomme tantôt. Je le savais pas, là. C'est pas arrangé. Pas tout. On a parlé de troubles alimentaires avec Tania dernièrement dans un épisode. Fait qu'on a abordé brièvement l'orthorexie. Pour moi, c'est le pire piège quand tu deviens coureur où tu dis, je fais attention à ce que je mange, ou je mange bien, ou je mange de tout, ou je mange plus de telle affaire, puis que ça devienne tellement strict, tellement rigide, il y a plus de liberté dans ta façon de t'alimenter. Est-ce que c'est le genre de problème que tu rencontres ou ces personnes-là vont pas nécessairement consulter parce qu'ils ont l'air d'être parfaits? C'est une bonne question. Puis je dirais en fait que le piège d'essayer de trop bien manger peut mener, oui, à de l'orthorexie, mais aussi à tous les troubles alimentaires. C'est souvent la porte d'entrée d'un trouble alimentaire, malheureusement. Bon, ça prend aussi d'autres facteurs. Tu sais, il y a, par exemple, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, tu sais, des commentaires qu'on va entendre autour de nous qui vont déclencher le trouble alimentaire, mais il reste que vouloir bien manger, c'est souvent la porte d'entrée d'un trouble alimentaire. Ce que je vois dans le monde du sport, c'est des gens qui vont être conscients, qui ont une problématique avec l'alimentation. Souvent, ces personnes-là vont me le dire, c'est anxiogène pour moi, m'alimenter. Fait que là, les gens viennent me voir puis ils me le nomment. Ils savent qu'ils ont un trouble alimentaire. Des fois, ils ont eu le diagnostic officiel par leur médecin ou psychologue qui peuvent diagnostiquer. Des fois, non, mais ils savent que ça va pas. Puis il y a d'autres mondes qui viennent me voir pour d'autres raisons de consultation complètement différentes. Par exemple, moi, j'ai pas d'énergie du tout dans mes entraînements, j'ai pas d'énergie au quotidien, je suis super fatiguée, je me blesse à répétition, j'ai l'impression de toujours un peu courir après ma queue, je récupère pas tout ça. Puis là, je fais l'évaluation et je constate en évaluation qu'il y a vraiment des drapeaux rouges au niveau du trouble alimentaire. En tant que nutritionniste, on peut pas diagnostiquer, mais on est quand même capable de reconnaître les signes et symptômes et de référer pour avoir un diagnostic, mais les deux sont possibles. Il y a des gens qui viennent, qui savent qu'ils ont un trouble alimentaire, puis d'autres personnes qui viennent pour d'autres raisons, puis que finalement, on réalise, OK, mais les autres raisons, c'est des signes et symptômes d'un trouble alimentaire qui est caché derrière, là. T'as nommé, tu sais, il y a des choses, des généralités, OK, je manque d'énergie, je suis fatigué, je récupère pas, mais t'as aussi dit, je me blesse à répétition. Fait qu'on peut se blesser physiquement par un manque nutritionnel? Tout à fait. Okay. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du REDS. Hey, là, mon anglais est très oui, là, mais vas-y, mais j'ai lu quelque chose là-dessus. C'est dans le fond une déficience en énergie. En gros, là, fait que si je vous explique c'est quoi le syndrome REDS, c'est quand nos apports nutritionnels, donc ce qu'on mange, est pas suffisant pour couvrir la dépense énergétique en lien avec le sport.
nos fonctions primaires du corps, là, donc tout ce qui est respiration, battement du cœur, fonctionnement du cerveau, ce qui est vital, et les autres fonctions comme secondaires du corps. Souvent, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ce qu'on consomme, ça va être utilisé pour la dépense énergétique en lien avec le sport et les fonctions vitales, mais si ce qui reste est pas suffisant pour couvrir les fonctions secondaires, c'est comme si les fonctions secondaires shut down, désolée pour l'anglicisme, mais ils vont plus avoir lieu. Fait qu'on pense entre autres à tout ce qui est fonctionnement hormonal. Fait que chez la femme, ce qu'on va voir, c'est des irrégularités au niveau du cycle menstruel, chez l'homme, des problèmes au niveau de la libido, et il va y avoir aussi d'autres problématiques qui vont avoir lieu, là, dont le risque de blessure. Fait que, tu sais, on peut voir des gens qui vont se blesser à répétition. Donc, oui, le risque de blessure peut être en lien avec l'alimentation, avec les apports énergétiques ou les apports en glucides spécifiquement, là, qui est un nutriment super important quand on parle de course à pied, mais aussi les vitamines, les minéraux. Fait que bref, c'est assez complexe, là, mais oui, il y a définitivement un lien entre les blessures et la nutrition. Je lis ici, le RED, c'est le Relative Energy Deficiency in Sport, donc un déficit énergétique relatif dans le sport. OK. Exact. Puis tu sais, tu parles de ça, j'imagine que le risque est plus grand. On parlait d'augmentation de volume, Billy, tantôt. Fait que quand il y a une augmentation progressive pour quelqu'un qui a seulement un plan d'entraînement et non un plan nutritionnel, j'imagine que le risque grandit, là. Oui, totalement. Puis, tu sais, c'est une erreur que je vois vraiment, vraiment fréquemment dans ma pratique. Les gens qui vont pas adapter leur alimentation en fonction de leur volume d'entraînement. Souvent, ce que je dis, c'est que c'est pas normal que tu manges la même affaire ou presque tes grosses semaines avec un gros volume versus quand t'es en off-season. Tu sais, il devrait y avoir des adaptations que tu fais dans ton assiette pour t'aider à soutenir ce volume d'entraînement-là. Fait que ça, c'est une erreur fréquente qui peut éventuellement mener à une blessure. Ça me semble compliqué. Tu sais, maintenant, je me pose la question, OK, il faudrait que je regarde mes grosses semaines, mes petites semaines, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger dans ma semaine. Y a-tu moyen de faire ça simple sans passer des heures et des heures, puis justement, pas tomber dans la rigidité d'un trouble alimentaire où ce que tu passes bien trop de temps à penser à ton épicerie et ton menu, maintenant? Ouais, ben une façon simple de l'imaginer, là, souvent ce que je dis, c'est on revient à la base de l'alimentation puis on sort la fameuse assiette équilibrée, là. Ouais. C'est un peu plate, mais il reste que c'est tout le monde généralement connaît l'assiette équilibrée. Fait que c'est une assiette qui va être composée de la moitié de légumes, le quart d'aliments protéinés, puis le quart de produits céréaliers. Quand je parle d'aliments protéinés, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs, volaille. Produits céréaliers, c'est le classique, le pâtes, patates, riz, les céréales, flocons d'avoine et compagnie. Fait que, tu sais, ça, c'est comme la base de l'alimentation. Généralement, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir 3 repas qui contiennent ces 3 groupes alimentaires-là. Dans nos grosses semaines d'entraînement, la particularité numéro 1 à garder en tête, c'est que plus notre volume augmente, plus nos besoins en glucides augmentent. Où est-ce qu'on retrouve les glucides principalement? C'est dans les produits céréaliers. Fait qu'une adaptation super simple qu'on peut faire, là, c'est, dans mes grosses semaines d'entraînement, ce que je vais faire, c'est que je vais grossir la proportion produits céréaliers dans mon assiette pour aller chercher plus de glucides. Donc, on va mettre plus de riz, pain, pâtes, patates et compagnie dans nos 3 repas de la journée pour optimiser nos apports en glucides. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui se fait généralement assez facilement, là. Quand t'as dit où est-ce qu'on trouve le plus de glucides, je pensais que c'était un quiz, j'allais dire, dans les gels de course. Oui. Mais je pense pas que c'est parfait pour de se nourrir avec ça au jour le jour, par exemple. Mais Non, ouais, l'augmentation pourrait-tu être faite entre les repas? Tu sais, une tranche Aussi. de pain, une toast, mettons, entre Ouais. ton déjeuner puis ton dîner. Toast entre les repas. Définitivement. Ça, c'est bon. Mais oui, dans les grosses semaines d'entraînement, les collations sont super, super importantes. Tu sais, généralement, ce que je vais dire, c'est t'écoutes tes signaux de faim. Si t'as faim, t'inclus une collation. Puis si t'as pas faim, t'en prends pas. C'est aussi simple. Ou si t'as vraiment beaucoup de temps entre 2 repas, genre plus de 4 heures, là, c'est important de prendre une collation entre les 2. Mais dans les grosses semaines d'entraînement, là, quand t'as plus de 7 heures d'entraînement, 7, 8, 9 heures d'entraînement par semaine, t'intègres des collations d'emblée, peu importe tes signaux de faim. Et là, les glucides sont importants aussi dans les collations. Fait qu'on va vouloir intégrer des fruits et des produits céréaliers. Classique toast, là, ça peut être une très bonne collation. Ou un bol de céréales avec des céréales qui sont riches en glucides, c'est aussi une bonne collation. Fait que oui,
le entre-repas est aussi important. Ce que je trouve quand même, moi, je vais parler difficile, c'est la modulation de tout ça. Là. Quand il y a là, t'arrêtes les grosses semaines, ou là, je suis dans un plan marathon. L'année passée, après mon marathon, ça a été quand même assez difficile là, de rééquilibrer ma nutrition. Là. J'étais comme pas cet effort, j'étais en break, il se passe plus rien, je cours plus une couple de jours. J'étais tout mêlé. Fait que de rééquilibrer ça, j'ai trouvé ça quand même plutôt difficile. Tu sais, là, il y a l'habitude qui s'est installée, puis j'ai un plaisir à manger. Fait que c'est sûr que, nice, là, je suis des grosses semaines, je peux prendre des collations, puis je vais le dire, sans culpabilité. Alors que je devrais jamais en avoir, mais tu sais, j'ai cette certaine culpabilité-là. Je dis, non, j'ai le droit de manger, je cours beaucoup. Mais quand après ça, je rebaisse, j'ai une difficulté, je dirais, là, à rééquilibrer ça, puis savoir que je suis au bon niveau, sans tomber trop bas non plus, parce que c'est un gros effort, un gros événement. Il y a un besoin encore qui existe de récupération. Fait que ça, je sais pas si tu as des guides là-dessus ou des trucs à nous donner. Hein. Oui. Puis je dirais que la particularité post-événement, c'est pas tout le monde qui va le vivre, mais oui, il y a des besoins de récupération importants. Puis il y a des gens qui vont me dire hey Audrey, je comprends pas, là, j'ai même plus faim que dans mes grosses semaines d'entraînement. Puis ça peut durer même quelques jours, voire une semaine, j'ai envie de dire. Là. Mais en fait, c'est normal. Et si t'as faim, tu manges. S'il y a un conseil que je peux donner au niveau de l'alimentation, là, si on a faim, on mange. Peu importe l'heure de la journée, peu importe tout, c'est important de manger. Fait que si tu me dis, crime, les 3 jours qui suivent mon marathon, j'ai l'impression d'avoir faim aux 1h30 puis de devoir manger aux 1h30, ben c'est ce qu'on va faire. On va manger aux 1h30. Notre corps nous demande ce qu'il a de besoin. C'est un petit peu comme la respiration. On part courir, nos besoins en oxygène augmentent dans nos muscles, on se met à respirer plus vite tout seul. T'as pas à te dire mon Dieu, je vais respirer plus vite, c'est vrai, j'ai besoin de plus d'oxygène. On pense pas à ça, là, ça se fait tout seul. C'est la même affaire avec l'alimentation. Si ton corps a besoin de plus de nutriments, je te jure qu'il va s'arranger pour te les demander. Et souvent, ça se montre par la faim. Fait que oui, si on a faim les jours qui suivent, on mange. Puis éventuellement, ce qui va se passer, c'est que tes signaux de faim vont se replacer tranquillement. Puis là, à ce moment-là, ben, on retourne un peu à l'alimentation de base que je parlais tantôt. Mais il y a une période d'adaptation entre les deux. Ça se fait pas, là, c'est pas coupé au couteau, ça se fait pas du jour au lendemain. Faut laisser le temps à notre corps de récupérer. Ça, c'est super important. On a vu à plusieurs reprises, puis même personnellement, des athlètes qui commencent à s'entraîner plus régulièrement puis qui finalement prennent du poids. Dis-moi si je me trompe, ça peut-tu être justement causé par un déficit nutritionnel puis que là, à un moment donné, tu te mets à craver puis tu tombes d'un cochonnerie ou en tout cas, tu consommes un surplus parce que tu t'es trop privé à pas avoir respecté tes signaux de faim? Ça peut être plein d'affaires qui expliquent ça. Mais c'est sûr que si on prend quelqu'un qui s'est restreint, puis que là, la personne adapte son alimentation, comble ses besoins nutritionnels, oui, il peut avoir un gain de poids. Et souvent, le gain de poids est vu de façon négative, mais la réalité, là, c'est que ça peut être super positif et pour les performances aussi, tu sais. Il y a des gens qui sont sous-nutris et qui ne sont pas à leur plein potentiel de performance, qui vont renourrir leur corps et, au final, améliorer leur performance. Fait que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ce qu'on voit de plus en plus au niveau des études scientifiques, c'est que il n'y a pas un poids de course. Puis ça, des fois, je l'entends aussi dans ma pratique. Je veux perdre du poids pour courir plus vite, mais la réalité, c'est que c'est pas tout le temps vrai. On a chacun notre poids naturel qui est déterminé principalement par notre génétique. Et c'est ça, c'est là où notre corps est confortable et c'est là où on va être le mieux dans le sport, autant pour notre bien-être dans le sport que pour la performance aussi. Fait que, ouais. J'imagine aussi, de toute façon, une perte de poids, si c'est une perte de masse musculaire, tu seras pas plus efficace parce que là, ce qui t'amène à courir, tu t'en perds. Fait que tu vas plus avancer au final. Non, exactement. Puis peu importe si ton corps est pas bien à ce poids-là, à ce nouveau poids-là, ben, tu performeras pas, là. Non, c'est ça. Et oui, il va y avoir une lune de miel, mais après la lune de miel, tu vas avoir un impact sur tes performances, c'est sûr. Puis des athlètes, toi, que tu vois, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Est-ce que c'est la gestion de l'apparence des gens, la gestion de la performance ou une pression sociale?
C'est une excellente question. C'est sûr que, tu sais, dans ma clientèle, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de monde qui vont venir consulter, pas parce qu'ils ont une problématique avec leur image corporelle ou l'alimentation, mais qu'on va comprendre, tu sais, que c'est comme sous-jacent, c'est caché. Fait que, tu sais, ça, c'est, oui, quelque chose que je vois souvent, mais tu sais, ça vient aussi généralement d'une pression externe. Donc, c'est un peu tout ça, là. C'est un mix de tout, ouais. C'est un mix de tout, ouais. Mais tu dis que les gens vont pas te consulter pour ça, mais les gens t'approchent pourquoi? Sinon, mettons un sportif, là, il va te voir parce qu'il va optimiser ses performances? Ben, genre, je me prépare pour un événement. J'ai un marathon à Ottawa fin mai. Colin, hein? Je peux-tu manger de la pizza et des avocats? Puis les gens veulent se préparer, fait que, tu sais, ils veulent savoir comment, justement, adapter leur alimentation, faire... adapter les jours avant, là, fait qu'augmenter les glucides avant la course pour avoir un maximum de réserve d'énergie sur la ligne de départ, travailler le plan de course, fait que quand est-ce que je consomme mes gels, combien de liquide je bois, fait que c'est vraiment comme la base, mais finalement on se rend compte qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'image corporelle, au niveau de l'alimentation. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose que je vois, ou comme je disais tantôt, les gens qui m'arrivent, puis je me blesse tout le temps, fait que je veux voir s'il y a pas quelque chose au niveau de mon alimentation, ou j'ai pas d'énergie, comment je peux optimiser mon énergie, mais finalement, c'est un trouble alimentaire. Ça aussi, c'est possible. Tu as parlé justement comment s'alimenter les jours avant un événement, pendant un événement, puis après. Y a-tu des trucs que tu peux donner pour quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, qui se dit, bon, ben, des proportions ou des suggestions de quantité, là, comme une augmentation de volume de course? Comment on augmente l'alimentation? Ben, on va séparer ça parce que, évidemment, les jours avant la course versus le jour J, c'est un peu différent, là. Mais quand on se prépare pour un événement, si on sait que notre événement va être de plus de 1h30, là, les jours avant la course deviennent importants. Fait qu'on parle de surcharge en glycogène. Ça, c'est un gros terme compliqué pour dire qu'on va augmenter notre consommation de glucides ces journées-là. Fait que généralement, ça va être un 2 à 3 jours maximum avant l'événement. Fait que tu sais, quand je parle de glucides, là, je l'ai parlé tantôt, mais je parle de produits céréaliers. Mais on va aussi intégrer d'autres types de glucides, genre des glucides rapides, là. Fait que tout ce qui est jus, jujube, je vais rentrer les fruits là-dedans aussi, là, mais des fruits séchés, compotes de fruits. Bref, toutes les sources de glucides qu'on peut aller chercher, on va les optimiser dans ces 3 journées-là. En termes de quantité, c'est très difficile à dire parce que on a tous des besoins qui sont différents. Je pourrais nommer des quantités en termes de nombre de grammes par kilogramme de poids corporel, mais honnêtement, c'est pas ça qui est important. Si vous êtes juste débutant puis vous voulez tester, ben prenez la même proportion d'aliments que vous consommez habituellement. On veut pas manger un plus grand volume d'aliments, on veut manger pas mal les mêmes proportions d'aliments, mais on veut que ce soit principalement des glucides. Fait que les protéines, là, ces journées-là, là, je vous le dis, on va les mettre de côté. On se rend compte qu'il y a de protéines dans 3 jours, là, mais les protéines, on les met de côté, on les ramène après. Puis les légumes, même à faire. Pas trop de légumes ces journées-là. Ouais, 3 jours de toast. Ouais. Souvent, on devient un peu tanné, c'est un peu redondant, disons. Là. Mais ouais, ça serait la première stratégie à mettre en place pour un événement de 1h30 et plus. Puis ça se passe, comme je disais, les 2-3 jours avant. Est-ce que c'est important de vider les réserves de glycogène avant? Ben, les études avant, dans le temps, là, même avant que je commence à pratiquer en nutrition, démontraient que ça serait peut-être intéressant, oui, de faire comme un vide avant de les remplir, mais finalement, on a réalisé que ça change pas grand-chose, donc la réponse aujourd'hui, c'est non. Je suis une vieille kin. On disait ça à l'université, justement. Bon, ouais, ben oui. À jour. Mais ça a changé quand même ouais. Avec le temps, oui. Pendant un événement, justement, mettons, on y va encore avec un événement autour d'1h30. Est-ce que c'est vraiment pertinent de manger pendant? Oui. Tantôt, je parlais de faire une surcharge en glycogène les jours avant la course. Le glycogène, c'est quoi? C'est des réserves de glucides dans notre corps. Fait qu'on a des réserves de glucides au niveau du foie et des muscles. Le principe de la surcharge en glycogène, on peut s'imaginer ça comme un peu un réservoir d'essence dans la voiture. Fait que le but de la surcharge en glycogène, c'est de remplir le réservoir d'essence plein avant de partir. Ensuite, quand on part pour notre course, ben, il va se vider tranquillement, pas vite. Et il faut savoir que notre réservoir d'essence, même si on l'a rempli avant, il y a une limite qui est pas si gros que ça.
Fait que ce qu'on sait, là, c'est que si notre événement est, encore une fois, d'1h30 et plus, même si on a fait une belle surcharge en glycogène les jours avant, si on consomme pas de glucides pendant, on va arriver à épuisement de nos réserves de glycogène. Fait que notre réservoir d'essence va être à E. Fait que ce qu'on veut, c'est oui le remplir pour avoir une bonne base, mais on veut aussi consommer des glucides pendant pour s'assurer de pas vider notre tank à gaz. Parce que si on la vide, c'est là qu'on va frapper un mur, qu'on va avoir les jambes lourdes, qu'on a de la misère à tenir notre pace. Je suis sûre que vous avez tous déjà connu ça dans Moi, des non. dans des longues sorties. Non? T'es au-dessus de ça. Eh non. Puis, tu sais, quand je dis glucides pendant la course, généralement, ce qu'on va utiliser, là, c'est des boissons qui contiennent des glucides. Là, ça peut être le classique Gatorade, pour pas le nommer, ou il y a plein d'autres boissons qui existent, comme Spark Nutrition, qui est québécois, Brix, qui est des boissons d'érable. Ils ont une boisson qui contient un petit peu de glucides aussi. Sinon, des gels. Fait que ça aussi, c'est un autre très bon moyen d'intégrer des glucides pendant la course. Un enjeu, tu sais, tu dis, faut faire une surcharge, on mange un peu plus. Par contre, il y a comme une ligne puis un timing. Puis là, je parle même pas d'optimisation du timing, mais tu sais, faut pas que tu arrives non plus ballonné, gonflé le matin de ta course. Puis en plus, souvent, les courses de plus longue distance, prenons le marathon, j'ai souvent vu des départs très tôt à 7 heures le matin. Puis là, moi, j'ai entendu des gens là, qui mettaient le cadran à 3 heures pour se faire un gros lunch à 3 heures du matin, retourner se coucher. Pas pour moi. Mais je vais prendre une bonne collation la veille, le soir. Genre, je te mets une toast, un muffin, quelque chose du genre. Le matin, j'ai mon classique à date qui va bien, là, peut-être 1h30, 1h avant. Là, j'ai mon gruyot à l'os que j'aime beaucoup, qui me soutient, que j'adore. Souvent, je vais pimper avec 2-3 patentes que j'ai sous la main, là, des fruits ou justement un restant de muffin de la veille, du soir, que j'ai pas tout mangé. Mais si la ligne est quand même mince de partir ballonné plein ou pas assez d'énergie, pas assez mangé. Puis, tu sais, ça, surtout dans un événement, quand c'est la première fois que tu fais un 10, un 15, un demi, whatever, tu sais pas tant, là. Il y a un bout qu'on peut tester en entraînement, mais c'est pas évident, tout ça, à jouer avec, je trouve, là. Ouais, t'as raison. Puis, tu le dis, quand c'est la première fois, ben, c'est une première expérience. C'est sûr que à force de faire des événements, éventuellement, on se connaît. Puis c'est un peu comme n'importe quoi. Souvent, quand je remets un plan de surcharge en glycogène à un client, je vais jamais obliger un client à manger un aliment X. Moi, ce que je remets, c'est des exemples d'aliments. Mais à force de le faire, le plan de surcharge, la personne va réaliser que mais moi, cet aliment-là, dans la surcharge, fonctionne mieux que l'autre aliment. Fait que, tu sais, il n'y a pas de façon parfaite de le faire. La réalité, c'est qu'on a chacun notre façon. Puis la surcharge en glycogène que moi, je fais avec les aliments que je choisis, c'est peut-être pas la surcharge en glycogène la meilleure pour toi. Fait que c'est vraiment beaucoup d'essais-erreurs, la nutrition aussi. Fait que c'est de le tester. On le répétera jamais assez. Puis je vais être franc avec toi, est-ce que moi, ce que je fais là est optimal? J'en ai aucune idée, mais là, je vais rajouter un élément de superstition là-dedans. Là. Tu sais, ça a bien marché une fois, je change pas trop ma recette, puis je vais pas tant tester des choses. J'ai l'impression que ça a bien marché. Je suis à 75% de réussite. Peut-être, puis je le sais pas, mais je suis quand même confortable aussi dans mon plan parce que il me satisfait, puis il me rassure. Là. Puis c'est de se poser la question aussi, tu sais, pourquoi on le fait? Ben, si notre objectif, c'est justement un peu comme tu le dis, que ça fonctionne, puis que tu sois bien pendant ta course, que t'aies pas de troubles digestifs, que t'aies de l'énergie, puis que ça marche, ben mon Dieu, tant mieux. Mais si ça marche pas parce que ben t'as mal au ventre, t'as des petites crampes, t'as quasiment le goût de t'arrêter sur le bord pour faire un petit numéro 2 pas tant le fun, ou t'as pas d'énergie, tu frappes un mur après 30 km dans ton marathon, 33, souvent c'est là qu'on frappe un mur. Ben ok, on va se poser la question, la nutrition, est-ce que ça peut expliquer mes symptômes puis comment je me sens? Si oui, ok, on va se pencher là-dessus puis on va optimiser sans que ce soit un plan super strict à suivre. Ça peut être tout à fait flexible, mais je pense que ça vaut la peine de se pencher sur cet élément-là. Là. Puis, qu'est-ce que tu dirais, mettons, quelqu'un qui court depuis une couple d'années, là, 4, 5 ans, puis qui a pas nécessairement de blessures récurrentes, pas nécessairement de fatigue, une performance satisfaisante. Est-ce que cette personne-là devrait se mettre à regarder ce qui se passe dans son assiette ou si ça va bien, on change rien?
Ben, ça peut être ça, tu sais, comme je disais, si on est confortable puis qu'on n'a pas envie nécessairement de se pencher là-dessus, on n'est pas obligé. Mais ça peut être intéressant de voir, est-ce que il manque quelque chose, tu sais, souvent on est un peu routinier dans nos habitudes alimentaires, ce qui est super correct, mais est-ce que la base de mon alimentation me permet d'aller chercher tout ce que j'ai besoin en termes de nutriments pour bien fonctionner? Ça se peut qu'on n'ait pas nécessairement de symptômes, mais que je sais pas, moi, nos apports en fer sont peut-être pas optimales à 100%, puis on pourrait aller le travailler. Fait que, tu sais, oui, on pourrait décider d'aller voir une nutritionniste pour regarder un peu ce qu'on mange puis voir s'il y a pas des adaptations qu'on peut faire, mais c'est pas obligatoire si on se sent bien dans notre quotidien et dans nos entraînements. Fait que d'emblée, ça prendrait quelqu'un d'extérieur qui va regarder toutes les habitudes alimentaires et non juste se dire, bon, ben là, moi, j'ai jamais regardé vraiment pour attention à ce que je mangeais. On va pas nécessairement se lancer. Bon, OK, ben je vais regarder si je mange assez de protéines ou assez de glucides. Je comprends. Ouais. Faut faire Puis ça, je le recommande pas tant, tu sais, de dire, ah, ben, par moi-même, je vais aller lire, je vais utiliser des applications, puis je vais évaluer mes besoins, entre guillemets, comme ça. Parce que les besoins nutritionnels, c'est pas juste des chiffres. Puis c'est généralement, les applications, ce qu'ils vont prendre, c'est des formules et des chiffres. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. On est des êtres humains avec tellement de sphères qui gravitent autour de nous. Puis dans une évaluation nutritionnelle, on considère toutes ces sphères-là. Fait que si jamais on veut faire l'exercice, qu'on veut bien le faire, je recommande vraiment d'aller consulter. Parce que si on se met à regarder juste des chiffres, ça peut devenir super lourd. Puis 2, ça peut commencer à prendre la place dans la tête éventuellement et devenir justement obsessif et tout ça, puis c'est vraiment un chemin vers éventuellement un trouble alimentaire. Fait bref, tout ça pour dire que je recommande plus d'aller chercher de l'aide que de se pencher là-dessus nous-mêmes puis de risquer de développer une relation malsaine avec la nourriture. Puis oui, tu risques de tomber dans un piège, puis un piège qu'on entend souvent, c'est « Ah, ben j'ai couru, j'ai regardé sur ma montre, j'ai dépensé 350 calories, donc je vais pouvoir aller manger les 4 biscuits qui correspondent à 350 calories. » C'est pas exactement comme ça que ça se passe dans le corps. C'est pas le nombre de calories qui est rentré, c'est pouf, paf, direct que j'ai tant de kilocalories que je peux dépenser et vice-versa, là. Il y a pas mal plus complexe. C'est pas mal plus complexe que ça. Puis encore là, tu sais, les calories que notre montre nous dit, c'est basé sur quoi, tu sais? Probablement plein de facteurs dans la montre, dont la variation de la fréquence cardiaque, plein de patentes, mais c'est tellement pas précis. Fait que, tu sais, les calories, là, en fait, c'est juste de l'énergie à consommer, tout simplement. Mais on peut pas connaître nos besoins en calories de façon très précise, à moins qu'on s'enferme dans une chambre calorimétrique avec un masque dans le visage qui calcule les échanges de gaz. C'est la seule façon de connaître nos besoins énergétiques. Puis j'ai une anecdote à vous partager par rapport à ça. J'ai eu un client dans le passé qui était physiologiste du sport. Fait que lui, sa job, c'était ça. C'était de faire des études scientifiques et de calculer des besoins énergétiques de façon très précise dans une chambre calorimétrique. Puis quand il est venu me consulter, il m'a dit « Audrey, je connais mes besoins énergétiques à cause que je l'ai fait l'exercice. » Fait que moi, j'ai dit « Parfait, dis-moi-le pas. Je veux évaluer tes besoins énergétiques en fonction de ce que tu fais comme activité physique et tout ça. Puis je veux qu'on compare juste pour voir. » Puis c'était fou la différence. Puis c'est pas parce que je suis poche, c'est parce que il y a des erreurs au niveau de la formule. Il y a tellement de facteurs d'erreur que ça peut pas être évalué de façon très, très, très précise. Fait que quand on se met à regarder ces chiffres-là, je vous le dis, là, la majorité du temps, on est à côté de la traque. Puis en plus, ça devient lourd pour la tête et c'est un chemin quand même assez direct vers un trouble alimentaire. Fait qu'on veut éviter là, d'aller dans ce piège-là. C'est non seulement l'algorithme justement qui est utilisé par Garmin, Polar, Apple, on le connaît pas souvent, c'est opaque, puis en plus, tu dis que c'est une estimation large basée sur une généralité, non pas sur la personne précisément qui porte la montre. Puis juste pour l'illustrer, je pourrais partir ma montre en mode course pendant qu'on fait le podcast, pendant qu'on enregistre pendant 1 heure, je fais stop à la fin, j'ai pas couru 1 seconde, puis je vais avoir une dépense calorique quand même. Fait que j'ai quand même une dépense de base qui est pas associée à la course, qui aurait existé de toute manière. Fait que tu sais, tout ça est pas si précis que ça, là. Vraiment pas. Oui, puis tu sais, c'est ça. T'es assis à rien faire, t'as une dépense au repos, mais en plus, admettons que je suis un petit peu stressée, ma fréquence cardiaque, je sais pas, moi, je roule à 100 battements par minute, ben
je vais avoir l'air de dépenser d'énergie, mais vraiment pas. C'est juste mon niveau de stress puis mon cœur qui bat plus vite, là. C'est sûr qu'à courir, tu atteins ton niveau de biscuit plus vite qu'assis sur le divan, là, mais ouais. Mais tu peux avoir l'air d'avoir le droit de manger des biscuits parce que t'es stressé. C'est ça. Mais ça compte pas. Puis, je reviens sur quelque chose que tu as dit tantôt parce que ça me parlait de les applications sont basées justement sur des algorithmes qui prennent pas en compte vraiment la personne puis son style de vie, puis etc. Puis, je fais un parallèle. Moi, c'est vraiment ce qui me parle quand je fais du coaching d'un athlète. C'est ça. C'est le plan. Pour vrai, c'est un canevas, c'est une base. C'est juste pour mettre quelque chose sur la table, pour commencer à discuter. Après ça, c'est de travailler avec l'humain et la personne que tu as devant de toi. Puis ce que j'entends, c'est que c'est la même chose que tu fais en nutrition, là. C'est de voir c'est quoi ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené là, vers où tu veux aller, comment ça se passe dans ton quotidien, puis comment on peut arriver avec quelque chose qui va te servir au bout de la ligne et pas juste... tu sais, justement, prends le guide alimentaire canadien. Ouais, c'est correct, tout le monde peut le lire, mais comment je matérialise ça, moi, dans mon quotidien pour atteindre mon objectif? Oui, exactement. C'est exactement comme ça qu'on travaille en nutrition aussi, là. On considère l'humain dans son entièreté, là. Puis mettons que quelqu'un se présente, veut une consultation, mais que l'objectif, c'est une perte de poids. C'est quoi ton approche par rapport à ça? Ben, premièrement, c'est d'évaluer le potentiel de perte de poids. Parce que c'est pas tout le monde qui a un potentiel de perte de poids. Fait que je fais mon évaluation nutritionnelle complète, évidemment, là. Fait que, tu sais, je vais voir un peu l'historique de poids. Au niveau santé, y a-t-il quelque chose qui se passe? Y a-t-il la prise de médicaments ou des médicaments qui ont été consommés dans le passé qui pourraient avoir un impact sur le poids aujourd'hui? Y a-t-il beaucoup de restrictions dans le passé? Fait que beaucoup de diètes ou de régimes ou de la restriction sans avoir un nom, là. Fait que, tu sais, juste de se restreindre des fois sans même s'en rendre compte. Fait que, tu sais, on évalue vraiment tout le portrait au complet de l'humain, comme je disais. Puis après, c'est de voir, OK, mais est-ce qu'on a un potentiel de perte de poids? Si oui, c'est de l'aborder en termes, généralement, d'ajout dans l'alimentation et non pas de restriction. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller travailler, d'optimiser comme, OK, on va aller ajouter des protéines à tel moment dans ta journée pour que ta faim soit plus régulée un petit peu plus tard en journée. Parce que ça, c'est classique personne qui va manger un dîner régulier puis autour de midi puis souper autour de 6-7 heures le soir puis il n'y a rien entre les deux. Puis là, la personne arrive affamée au souper. Fait que là, on va aller travailler en PM avec un apport protéiné pour gérer un peu la faim. Fait que ça, il y a plein de stratégies qu'on va utiliser. Mais quand on réalise que oui, il y a un potentiel de perte de poids, on va travailler en termes d'ajout dans l'alimentation et non en termes de retrait. Puis ça, souvent, les gens sont comme... Je comprends pas. Parce que moi, dans ma tête, pour perdre du poids, il faut que j'enlève des trucs. Mais non. Parce que si on tombe dans le mode restriction, là, on rentre dans un espèce de cercle vicieux infini, puis on veut le briser, ce cercle vicieux-là. Puis le cercle vicieux infini, c'est justement de dire « je me restreins ». Là, au début, t'es content, t'as l'impression que t'es en mesure de contrôler ton alimentation. Mais là, éventuellement, ton corps va voir ça comme... un peu une famine, sécréter des hormones pour que tu puisses aller chercher des nutriments que tu n'as pas consommés. Donc là, la faim augmente, tu es attiré vers les aliments, tu penses juste aux aliments. Puis là, à un moment donné, ah, mon Dieu, je vais succomber. Puis là, tu manges, puis là, tu recommences au début du cercle vicieux. Là, tu te sens mal, tu n'aurais pas dû manger l'aliment en question. Ah, OK, là, je recommence, je me restreins. Puis là, on recommence au point de départ, fait qu'on veut pas rentrer dans ce cercle vicieux-là. C'est pourquoi c'est pas mal plus intéressant de travailler en termes d'ajout et le taux de réussite est pas mal mieux aussi au final. Ça me parle vraiment beaucoup ce que tu dis parce que tu parles d'ajout, ça me donne le goût. Puis là, tu as juste trop bien mis la table. Je vais le partager en toute transparence, mais à chaque fois que je me dis « Ouais, là, je suis en train de l'échapper. » Je vois ma tendance de poids. Ouf, t'as peu, là. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Là, je vais tomber un peu plus en restriction. Ben, j'ai un déjeuner parfait, puis voire pas assez gros. Là, je mangerai pas rien de l'avant-midi. Je vais manger mon dîner, puis tout. Hey, mes fins de journée, là, ces journées-là, là, c'est dégueulasse. Je tombe dans le garde-manger, je tombe dans un crave, puis là, il y a encore une fois, une culpabilité qui s'installe. Hey, j'étais bien parti, j'avais tout fait attention, tout était parfait, j'ai tout scrappé ça le soir parce que je suis plus capable, puis je voulais juste manger. Fait que ça crée vraiment... Je t'écoutais le décrire, tellement, là. C'est ça qui se produit. C'est le balancier de la restriction, hein. Tu sais, la restriction est d'un côté, puis c'est comme un balancier. Fait que c'est quoi le revers
c'est d'aller vers l'autre côté, qui est l'excès. Fait que, tu sais, généralement, ce qu'on souhaite, c'est se situer au centre de ça, puis on appelle ça l'équilibre. Tu sais, je sais que ça semble simple d'une même, mais qu'en réalité, c'est plus complexe que ça, mais faut pas tomber dans le piège de la restriction. Puis de la restriction, ça peut être de restreindre nos quantités d'aliments, ça peut être de restreindre nos choix d'aliments, mais je vous le dis, il faut pas rentrer là-dedans parce qu'après, on rentre dans ce cercle vicieux-là infini qui est difficile à briser. Ouais, puis comme tu disais ça le lendemain, tu dis ah non, je l'ai échappé hier soir, je vais repartir mieux, puis ça marche pas. Puis quand on tombe dans l'excès, ben rare qu'on tombe dans l'excès de pommes aussi, tu sais. Ben non, puis en fait, c'est le corps, tu sais, tantôt je parlais de sécrétion hormonale, ben souvent on va être attiré vers les aliments qui sont plus riches en sucre, plus riches en énergie, puis c'est tout à fait normal, c'est un réflexe du corps qui est tout à fait naturel, là, fait que ouais. J'ai envie de te poser une question par rapport à la mode la mode, l'alimentation cétogène, par rapport au jeûne, le fait de prolonger l'état du jeûne de la nuit sur plusieurs heures, puis manger seulement, mettons, sur l'heure du dîner ou même au souper. C'est associé à des bénéfices qui sont décrits par rapport à l'autophagie, le fait de justement moins ressentir les signaux de faim parce que tu tombes en état de cétose, puis là, ben tu vas plus brûler de gras que de glucides. Tu veux-tu nous en parler un peu? Ben, première question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui est bénéfique dans le fait de ne plus sentir la faim? Tantôt, on en a parlé, je parlais des réflexes comme naturels au niveau de la respiration. Est-ce que ça serait problématique si on perdait ces réflexes-là? Dis de même. Ouais. Tu sais, je te dis, demain, là, tu pars courir, là, pis tu dois gérer tes apports en oxygène, là. Ton corps le fait plus. Ouais, c'est fatigué. T'as plus ces réflexes-là. C'est troublant. Ça peut faire peur, même. Ça fait peur. Mais c'est la même affaire avec l'alimentation. Okay. Parce que manger, c'est un besoin de base, c'est un besoin primaire du corps. Et la base, c'est nos signaux de faim. Fait que si on perd ce signal naturel-là qui nous permet de savoir qu'on a besoin de nutriments ou pas besoin de nutriments, on a un petit problème, là. Fait que, tu sais, ça, généralement, éventuellement, ça mène vers quelqu'un qui consomme pas suffisamment et une dénutrition qui est un problème de santé quand même assez important. Fait que, tu sais, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce qu'au niveau de la littérature, on a des bénéfices prouvés au niveau, tu sais, jeûne intermittent, tout ça? Je dirais que principalement les études à plus long terme, ce qu'ils vont démontrer, c'est que c'est une diète comme un autre, puis qu'au final, il y en a pas tant de bénéfices. Si on entre dans le volet sport, par exemple, le jeûne intermittent, il y a des gens qui, naturellement, vont faire un genre de jeûne intermittent tout seul. Fait que, tu sais, si c'est ton cas, puis que tu jeûnes un nombre X d'heures parce que tu ressens pas nécessairement les signaux de faim, puis que ça va, il y a pas de problème. Par contre, si t'es pas en mesure de combler tes besoins nutritionnels dans la période d'heure que tu manges dans la journée, ça peut être problématique. Ou si tes entraînements arrivent tout le temps dans ta période de jeûne, donc tu te retrouves à faire tous tes entraînements à jeûn, dont tes plus longs entraînements, tes entraînements avec de l'intensité, ça peut être problématique aussi. Ça m'est arrivé d'avoir des gens dans le passé là, qui faisaient le jeûne intermittent sans le vouloir nécessairement, puis qu'on réussissait à rentrer les entraînements à des moments où la personne mange, puis qu'on est capable d'optimiser l'alimentation autour des entraînements et de combler les besoins nutritionnels. Il n'y a pas de problème, là, mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment du cas par cas, puis il n'y a pas de bénéfice prouvé en termes de performance sportive non plus là, pour ces méthodes alimentaires-là. Ça serait pas nécessairement pertinent de se faire violence à jeûner alors que tu meurs de faim le matin. Mais si le matin tu te lèves, t'as vraiment pas faim, tu regardes les toasts à ton chum, le cœur te lève, puis que t'es un peu faite comme ça de pas manger le matin, il y a moyen de plus manger dans une fenêtre un peu plus courte, puis de répondre à tous les besoins nutritionnels. Là. C'est pas obligé d'être réparti également dans une journée, est-ce que je comprends, là? Exactement. Il y a possibilité de le faire, puis c'est pour ça, tantôt, on disait c'est important de travailler avec l'humain. Ben, pour certaines personnes, c'est ça qui va fonctionner. Pour d'autres, ça fonctionnera pas. Mais oui, c'est possible de le faire. Mais un peu comme tu le dis, si c'est forcé, puis qu'on a de la misère, qu'on doit se retenir, qu'on a les gargouillements dans le ventre, qu'on se sent pas super bien, qu'on a des baisses d'énergie, c'est peut-être pas la meilleure méthode pour nous, là. Ça, il y en a plein de stratégies, justement, pour pas souffrir, justement, des gargouillis, puis tu sais, hey, j'ai faim, puis je peux pas, parce que, c'est ça.
t'es encore dans une violence où ce que tu te prives finalement, même si c'est juste de te forcer à manger dans des fenêtres qui te correspondent pas, là. Ouais, effectivement. Ouais. Tu sais, tantôt, je disais, les études à long terme démontrent que ça marche pas, mais ça marche pas parce que les gens, c'est pas soutenable à long terme, ces méthodes-là. La personne va faire ça un nombre X de temps, mais après quelques semaines, quelques mois, à un moment donné, elle se rend à l'évidence que, OK, tu sais, ça fait pas tant de sens et je suis tannée. C'est pas une vie de manger comme ça, puis retourne à ses vieilles habitudes alimentaires. Fait que c'est pour ça que les études à long terme démontrent que ça marche pas, dans le fond. Y a-tu vraiment des métabolismes qui sont faits comme qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent dans une journée, puis d'autres qu'ils font juste comme garder un dessert puis qu'ils prennent du poids, ou c'est un peu une illusion, c'est juste que l'alimentation, soit qu'on est dans le déni ou que c'est mal réparti ou parce qu'ils bougent pas assez? Ah, c'est un peu tout ça, hein, parce que oui, il faut savoir que on a tous des métabolismes qui sont différents, premièrement. Tantôt, je l'ai nommé, mais le poids, c'est assez complexe. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer notre poids, mais le premier facteur le plus important, c'est la génétique. Fait que notre poids, là, est vraiment dans notre code génétique, un peu comme la couleur de nos yeux. Fait que, tu sais, on peut pas changer la couleur de nos yeux à moins de porter des verres de contact d'une autre couleur, là. Mais généralement, on a les yeux de la couleur qu'on a, puis on peut pas les changer, mais c'est un peu la même chose pour notre poids. Un pourcentage X, là, parce que, tu sais, on parle autour de 50% de notre poids déterminé par notre génétique, ce qui est quand même un très gros pourcentage. Le reste du 50%, dans le fond, restant, c'est tout plein de facteurs, dont des facteurs qu'on peut contrôler, entre autres l'activité physique, l'alimentation, la gestion du stress, le sommeil, plus les habitudes de vie, mais aussi des facteurs non contrôlables, entre autres, si on, tu sais, tout ce qui est grossesse, ce qui s'est passé quand on était dans l'utérus de notre mère aussi, on sait que ça va avoir un impact sur notre poids. Si on prend des médicaments, si on a fait beaucoup de restrictions dans notre vie, si notre poids a énormément varié dans notre vie ou si on a eu un poids relativement stable. Fait que, bref, c'est assez complexe, mais il faut savoir que 50% de notre poids est déterminé par notre génétique. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. Audrey, si tu avais un message à passer aux auditeurs là, maintenant, ça serait quoi? Ben, j'ai envie de dire que quand on parle de nutrition, là, faut revenir à la base. Puis j'ai parlé de plusieurs points de la base aujourd'hui, là. Premièrement, manger, c'est pas compliqué, OK? Fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. On est tous des humains différents, puis on peut trouver des méthodes qui fonctionnent pour nous, mais ça, c'est pas obligé d'être compliqué, ça peut être super simple. La base aussi, c'est d'écouter nos signaux de faim, tout simplement. Donc, si on a faim, ce qu'on fait, c'est on mange, et c'est important de trouver le plaisir aussi dans ce qu'on mange, le partage avec nos proches. Fait que ça, c'est des aspects de l'alimentation qu'on doit considérer. C'est super important. Fait que, ouais, je dirais de retourner à la base, puis la base, c'est de manger quand on a faim, de manger pour le plaisir. C'est vrai qu'on se complique pas mal la vie, puis t'as dit prendre une assiette, couper ça en trois, la moitié, puis le quart, puis ça fait longtemps qu'on le sait, ça, puis on essaye de réinventer quelque chose qui existe. Puis... Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 7 minutes. Dans le fond, qui est assez simple. Oui. Puis il faut que ce soit bon dans notre bouche. Parce que si on n'a pas de fun à manger, là, je vous le dis, c'est ça. C'est encore une fois un autre cercle vicieux qu'on pourrait commencer puis en parler longtemps, là, mais il faut que ce soit bon parce qu'on mange avant tout pour nos papilles gustatives aussi, là, fait que, ouais. C'est bon manger. C'est bon manger. J'aime ça. Ouais, sur ça, je vais aller me chercher ma pomme. Oui, pour compléter ton repas, oui, ça va faire partie, là, tu sais, dans l'assiette équilibrée, le volet légumes, fruits, tout à fait. Est-ce que tu avais une plug pour nos auditeurs cette semaine? Ben, vous en avez parlé, mais j'ai peut-être envie de diriger les gens vers mon balado, mon propre balado, où je suis rendue à ma 8e saison, parce que c'est pas parce que j'ai énormément d'épisodes, là, c'est parce que mes saisons, ils ont pas beaucoup d'épisodes. Ça compte, ça compte. Tu sais, vous avez un peu entendu mon approche sur le podcast aujourd'hui, mais c'est un petit peu ça que je présente sur mon podcast. Et j'ai des invités d'autres professionnels, j'ai aussi des coureurs qui viennent partager un peu leur réalité. Fait que, ouais, je dirigerai les gens vers mon balado Alimente ton sport.
Génial, puis on va mettre les liens vers ton balado dans les notes de cet épisode-ci. Parfait. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Fait que je pense que t'as encore mieux pu. Bon, ça se dit pas tant, hein? T'as encore pu. Voyons, si je pourrais pas. Vas-y. Tu nous as désorganisé avec ton lunch. C'est bon. Aïe.